Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 15 juin 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien. Et tout de suite, direction les marchés, en commençant par les bourses européennes qui ont terminé en hausse vendredi, mais loin des plus hauts du jour au lendemain de leur pire séance depuis près de 3 mois, ne réduisant ainsi que de très légèrement les pertes hebdomadaires subies face aux craintes, encore une fois, d'une reprise plus molle qu'anticipée et d'une accélération de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis. Effectivement, on a eu un peu une sorte de trou d'air jeudi, suite aux prévisions plus prudentes que prévues de la Réserve fédérale, comme vous le savez, la semaine dernière concernant l'économie des États-Unis, et les signes faisant craindre une résurgence des contaminations par le coronavirus dans plusieurs États américains, eh bien, n'ont évidemment pas disparu. Mais derrière, cela n'a toujours pas empêché, bien sûr, des achats à bon compte sur les secteurs les plus exposés à la crise. Toutefois, ce matin, les principales bourses européennes évoluent en nette baisse dans les premiers échanges, sur fond de regain, encore une fois, d'inquiétude face à la hausse des contaminations au coronavirus aux États-Unis et en Chine. Côté US, eh bien, Wall Street a terminé la semaine dans le vert vendredi, au lendemain de sa pire séance depuis mars. On avait quand même chuté de quasiment 7%. Mais dans l'ensemble, les grands indices new-yorkais ont quand même cédé du terrain sur l'ensemble de la semaine. Comme je vous le disais, ce repli eh bien, s'explique aussi essentiellement par la dégringolade de jeudi dans un marché soudainement préoccupé par les perspectives économiques moroses et les risques d'une deuxième vague de Covid-19 aux États-Unis. Donc forcément, quand la réalité, du moins quand l'euphorie rencontre la réalité économique, le choc est souvent brutal et c'est exactement ce qu'on a eu en fin de semaine dernière. On a eu un gros décrochage jeudi et derrière la bougie hebdomadaire de la semaine plaidait en tout cas pour une correction, en tout cas une fin de hausse. On fera le point dans la partie graphique, mais on avait quand même un sentiment que la fête était finie et qu'on pouvait assister à une nouvelle vague de baisse en tout cas. La hausse du nombre de cas de malades du Covid-19 dans plusieurs États américains comme le Texas, la Caroline du Sud ou l'Arizona après la réouverture de leur économie suscite en effet de nombreuses interrogations. Effectivement, on va dire que les États-Unis ont été assez laxistes euh, durant leur confinement. Ils ont été confinés après nous et ils ont déconfiné un peu avant nous. Donc forcément, la période de confinement a duré moins longtemps. Les gestes barrières n'étaient pas forcément respectés. Et derrière, avec les émeutes et les manifestations, forcément, euh, avoir autant de personnes qui se regroupent en un même lieu, eh bien, le virus circule plus facilement de ce fait. Encore une fois, eh bien, nous avons de nouvelles contaminations, en tout cas dans plusieurs États américains, ce qui suscite de l'inquiétude et donc une nouvelle vague peut-être à venir. Et dans ce cas-là, ce serait la crainte d'un nouveau lockdown, donc une nouvelle fois une fermeture du pays et un nouveau confinement. Toutefois, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a toutefois affirmé jeudi sur la chaîne d'information financière CNBC qu'il n'y aurait pas de nouvelle fermeture de l'économie américaine, même en cas de deuxième vague de la pandémie. Pour ça, encore une fois, c'est des paroles comme ils ont l'habitude de faire pour rassurer les marchés. Étant donné que les marchés perdaient 7%, on a eu, comme je vous le disais la semaine dernière, une intervention de Mnuchin, Trump et Kudlow pour tenter d'empêcher la dégringolade. Toutefois, ça n'a pas fonctionné, mais on tente de rassurer par tous les moyens, en tout cas les marchés, pour éviter une nouvelle chute.
Pour finir, on a terminé la semaine dernière avec le moral des ménages qui s'est amélioré plus qu'attendu depuis le début du mois, selon les premiers résultats de l'enquête de l'Université du Michigan, dont l'indice de confiance remonte à 78,9 en première estimation, après 72,3 en mai, alors que le consensus Reuters le donnait à 75. Côté macro maintenant, ici, je vous avais montré à peu près le même graphique, mais c'était plus concernant le S&P par rapport au PER, qui montrait un peu l'évolution du S&P en fonction de la valorisation des actions grâce au Price Earning Ratio, donc le PER. Et ici, c'est le stock 600. Donc le stock 600, c'est un indice boursier composé de 600 des principales capitalisations boursières européennes. C'est un peu le S&P 500 européen, seulement qu'on a 600 valeurs. Donc là, en fait, c'est le même graphique qui montre un peu la valorisation des actions par rapport à l'évolution aussi du stock 600. Et les actions européennes sont les plus valorisées depuis plus de 10 ans. Effectivement, il faut remonter assez loin. Et on était aux alentours de 11, et on a quasiment doublé depuis les injections de liquidités, étant donné qu'on a quand même injecté plus de 10 000 milliards de liquidités sur les marchés. Pour rappel, les banques centrales, en 2 mois et demi, 3 mois, ont injecté autant de liquidités qu'en 10 ans. Donc, ça permet de remettre les choses en perspective. Quoi qu'il en coûte, comme il disait, whatever it takes. Donc forcément, quand on assiste à autant de liquidités déversées sur les marchés, eh bien, on a une décorrélation complète de la réalité économique et de la valorisation des actions. Et là, l'élastique est extrêmement tendu, si vous voulez. C'est que si l'élastique est amené à céder, ça peut faire très mal et on pourra avoir une violente rechute des bourses, étant donné qu'on est sur un marché qui est très cher. Les actions ne valent pas du tout leur prix actuellement. Bien au contraire, on est dans un marché qui est complètement survalorisé, comme le montre ce graphique, comme on avait pu le voir avec le PER, pareil pour comparer le PER du S&P 500. Ici, c'est le même cas. On se rend compte que même en 2008, où on était quand même dans un très beau marché aussi, on n'était pas aussi haut. Ce sera intéressant de voir en 1999-2000, mais pour le Nasdaq, en tout cas, on était sur le marché là, actuellement le plus surévalué depuis 1999. Donc, et la dernière fois qu'il était autant valorisé, c'était durant la crise de la bulle Internet. Donc ici, pareil, ce sont des indicateurs qui doivent nous alerter sur la situation actuellement, de se dire que, étant donné le contexte actuel, les craintes liées encore avec l'épidémie et surtout les résultats à venir, eh bien, on a une décorrélation complète, encore une fois, et là, c'est plutôt même des fondamentaux, mais des valeurs, enfin, de la valorisation, en tout cas des ratios financiers. Et surtout, d'environ 3 semaines, 1 mois, on va avoir les résultats du T2, donc du deuxième trimestre des entreprises. Et là, ça risque de piquer puisque c'est surtout le T2 où on attend le plus de dégâts en général étant donné que c'était surtout durant la grande partie du T2 que les entreprises, du moins que les pays étaient à l'arrêt. Donc, prudence à l'approche des résultats des entreprises. On pourra avoir quelques surprises et un retour encore une fois à la réalité, ce qui fait que à un moment donné, on va avoir une correction. On ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Cette hausse n'est pas soutenable, en tout cas, d'un point de vue des ratios. Donc forcément, à un moment donné, soit l'un va diminuer, soit le ratio va retomber, ou soit c'est complètement en fait les indices et les actions qui vont aussi retomber pour se reconnecter à la réalité économique. Mais nous sommes quand même en pleine récession historique sur des marchés qui sont les plus valorisés depuis 10 ans, voire 20 ans pour le Nasdaq. Et si on regarde
On essaie une nouvelle fois de mettre les choses en perspective. Ici, c'est la contraction du PIB en 2020. Du moins, c'est ce qui est à peu près attendu pour l'économie mondiale. Donc, vous voyez qu'on se situe, on est, bon, il n'est pas très précis, mais on est facilement une contraction de moins 5% très facilement. Et ça permet de voir on va dire, les contractions du PIB les plus importantes depuis près de quasiment 150 ans. Et on se rend compte qu'il faut remonter très loin, voir des périodes de grande dépression boursière ou d'après-guerre pour retourner sur des contractions de PIB aussi importantes. Même en 2009, la chute n'était pas aussi élevée. Pareil en 2000, vous voyez, ça apparaît pas. Là, on se retrouve vraiment sur des niveaux quasiment d'après-guerre, que ce soit en 1914, et encore là, c'est pas le scénario en cas de deuxième vague. En cas de deuxième vague, on pourrait encore aller avoir une contraction encore plus profonde. Hein. Pour rappel, en France, en cas de deuxième vague, là, la première estimation en France, ce serait 11%. Une contraction du PIB en 2020 de 11%. Et en cas de deuxième vague, on serait aux alentours de 14,7%. Ça peut être encore plus violent, vraiment. Et ici, on se rend compte que, eh bien, on est quand même, il faut retourner très loin. En 1945, donc là, après la Seconde Guerre mondiale, on est quasiment du moins 15. Là, la grande dépression boursière de 1930 à 1932, on était à moins 18 à peu près. Donc là, actuellement, on se situe quasiment, on pourrait presque se situer après 1914. Quasiment, on est à l'équilibre. Donc, on est quand même sur le podium en troisième position. Donc, ce qui montre à quel point le choc est brutal et à quel point on est vraiment décorrélé en fait de la situation actuelle avec des actions qui sont complètement survalorisées et qui évoluent en trompe-l'œil justement parce qu'on a ces liquidités à outrance et à foison sur les marchés et qui nous donnent l'impression que l'économie va bien alors que pas du tout. Et au contraire, on assiste à des actifs qui sont survalorisés, des sociétés zombies comme Hertz qui sont actuellement en dépôt de bilan, en liquidation, et qui arrivent quand même à faire du x2, x3, parce qu'on assiste à du vrai gambling, à de la vraie spéculation, et on survalorise du coup l'ensemble des actifs, et les actifs qui sont censés être complètement au tapis se retrouvent à faire des x2, x3, et d'autres actifs se retrouvent à être en fait survalorisé. Donc résultat, on obtient ce schéma, alors que la réalité, si on prend du recul, eh bien, elle est tout autre, étant donné qu'on est quand même dans une récession historique. Côté graphique, tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40 pour commencer, qui recule ce matin. Moins 1%. Bon, où en sommes-nous? On est venu chercher un niveau, voilà, on ne s'est pas arrêté n'importe où, c'est l'ancien top juste ici, donc au niveau des 4007. On cédait du terrain en quasiment plus de 2% ce matin. Actuellement, le CAC se redresse, on est venu fermer le gap. Bon, on est sur un niveau intéressant, étant donné que c'est l'ancien top ici, donc on est venu prendre appui dessus. Le niveau qui m'intéresse plus, ce serait ici, voilà. Les 4006, 4550, moyenne mobile 50, et ça permettrait de venir prendre appui sur la borne basse du canal, haussier en tout cas. Donc là, on aurait une belle rotation vraiment. Donc je vise plutôt 4005, 4006 à peu près pour avoir un retour. Et ici, ce sera vraiment le pivot clé pour la suite. On aura soit un redémarrage, par contre, si on enfonce ce niveau, on ira chercher plus bas. En données 4 heures. Eh bien, en données 4 heures, on doit avoir, je pense, quasiment retracé les 50%. Voilà, très propre.
Donc on se trouve vraiment à la croisée des chemins, hein. On voit que on a retracé les 50% de la dernière vague de hausse, en tout cas si on prend le rallye qu'on a eu de 4002 à 5002, donc vraiment 50%. On est venu chercher au point près, ces 50% correspondent à l'ancien top. Donc techniquement très propre. Le ratio Fibonacci, encore une fois, coïncide parfaitement avec les niveaux des prix. Donc élément vraiment intéressant. Plutôt neutre ici, même si je garde je dirais pas un biais, mais une stratégie baissière, étant donné sur les unités de temps, on va aller voir ça tout à l'heure. Mais la zone qui va m'intéresser vraiment, là plutôt neutre entre ces deux niveaux, vraiment 50%, et la zone qui va véritablement m'intéresser, voilà, c'est les 61,8. Donc ce serait le retracement de 61,8 de la dernière vague de hausse et le retracement de 38,2 de la dernière vague de baisse, ici. Donc là, plusieurs ratios, 61,8, 38,2, couplés avec une ligne de support horizontal, donc gros niveau technique avec la borne basse du canal haussier. Donc c'est ici pour moi que ça va se passer, que l'action va se passer vraiment à venir. En hebdomadaire, bon, break, fausse cassure, contre-break derrière, un breakout avorté de la ligne de tendance haussière juste ici. Clairement, on voit hein, cette belle trendline haussière. Breakout avorté. Ce qui m'intéresse, c'est sur le futur, parce que là, bon, ça ressemble à un gros harami. Hein. Ici, un harami baissier, on ouvre avec un gap baissier et on clôture à l'intérieur du corps vrai de la bougie précédente. Donc, sur le cash, on a quand même un harami baissier, même si c'est pas forcément une figure très puissante, on va dire, pas autant qu'une Island Reversal, qu'un avalement, qu'une étoile du soir ou une étoile du matin. Mais bon, il est intéressant de la noter quand même. Toutefois, ce qui va m'intéresser, ce sera plus sur le CAC futur, pour le coup, où... Alors, ce n'est pas celui-là, ou soit ils ont rééquilibré. Voilà, c'est celui-là. Et là, on a vraiment l'avalement, comme je vous l'expliquais la semaine dernière. Vendredi, il fallait attendre la clôture à 22 h. Et effectivement, on constate qu'on a bien eu voilà, un léger gap haussier avec un avalement. Enfin, un avalement, on a retracé plus de 50% du corps précédent. Donc, on a ce qu'on appelle une couverture en nuage noir ou un dark cloud cover. Donc, ici, prudence. C'est pour ça que j'opte plus pour une stratégie baissière maintenant, étant donné que on a formé sur l'ensemble des indices, sur des unités de temps importantes, des chandeliers de retournement, en tout cas. Donc, fin de hausse, donc j'opte plus pour une stratégie baissière dans les jours, voire semaines à venir. Concernant le DAX, le DAX, même constat, on est quand même venu gaper ce matin la zone mensuelle, donc très intéressant de voir qu'on a un gros gap, ici on a un gap, on est venu le fermer, mais on a quand même voulu, voilà, on a quand même gapé ce gros niveau, donc pareil, c'est pas à prendre à la légère. Le marché pourrait envoyer un signal assez fort, le fait de gaper un peu une zone mensuelle, et ici, la zone des 11 850, 11 950, hein, l'ancienne un peu l'ancienne ligne de coup de l'ancienne épaule, tête-épaule en tout cas. En journalier, bon, on est revenu fermer le gap. Derrière, le marché reprend de la hauteur. On est aussi venu, on a comblé plusieurs gaps. En fait, on ouvre avec un gap baissier pour gaper un peu notre zone mensuelle. Et derrière, on vient combler les gaps qui étaient laissés ici. Et derrière, on est revenu combler le gap ouvert ce matin. Donc un peu ce sentiment de balle au centre, mais on est quand même sous la zone. On reste quand même sous la zone des 11 850. Et pareil, pour moi, un niveau intéressant, ce serait les 11 320. Ce serait un retour sur la borne basse du canal. Ici, on a eu un excès haussier. Et donc, retour sur les 11 320. Si on poursuit cette dynamique baissière, en tout cas, excès haussier sur la borne haute, et donc une nouvelle rotation en direction des 11 400, 11 340, à peu près ici.
Là, à mon avis, on avait la divergence baissière qui a parfaitement fonctionné. Et si on reprend, bon, il manque quasiment, je l'avais déjà tracé. Ce matin, on est quasiment venu chercher l'objectif théorique de la divergence. Donc, objectif majeur atteint, un peu comme sur le CAC, on a l'impression d'une balle au centre, on est au-dessus d'une résistance, retracement de 50. Un niveau clé intéressant qui m'intéresse, ce serait voilà, les 61,8 couplés avec ma zone ici que j'ai tracée en rouge, avec la borne basse du canal. Donc à voir dans les prochains jours. Et encore une fois, le DAX, si on va sur le futur, voilà, gap, on retrace 50% du corps de la bougie précédente et donc chandelier de retournement actuellement en place sur le CAC. Donc prudence, vraiment. On pourrait entamer vraiment une nouvelle correction. Et on pourrait très bien stabiliser et avoir comme catalyseur, comme je l'expliquais en début de briefing des marchés, le catalyseur, je pense, ce sera les résultats du trimestre, du deuxième trimestre des entreprises. Le Dow Jones maintenant. Même constat, chandelier de retournement, dark cloud cover, encore une fois, avec les conditions de renforcement, on retrace plus de 50% du corps précédent et plus de 50% du range. Donc là, on a vraiment des conditions de renforcement dans le dark cloud cover. Il intervient sur un niveau clé, étant donné qu'on était sur une résistance ici, hein, donc on a tenté de franchir une première fois, échec sur la résistance, donc ce chandelier en plus apparaît sur un niveau technique clé. En journalier, encore une fois, on a une magnifique Island Reversal, donc on a en daily un îlot de retournement et en hebdo un dark cloud cover. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Pas mal de chandeliers de retournement. On est encore sur la borne basse de notre biseau ascendant. Toutefois, les futurs sont dans le rouge actuellement. Donc ça pourrait être un gap baissier, donc prudence. Hein. Sous les 25 390, on pourrait vite fait avoir une dégringolade vraiment sur des niveaux un peu plus bas, 25 330. Et si vraiment le chandelier de retournement en hebdomadaire fonctionne, hein, le but, c'est pas d'aller chercher seulement 200 points. C'est-à-dire au moins, je pense, 400, 500, voire 1000 points à aller chercher avec cette baisse. La dernière fois qu'on a eu un chandelier de retournement, c'était ici. On a eu un avalement haussier et derrière, le marché est passé de 21 000 à 27 000. Donc là, je vous laisse imaginer si ce chandelier fonctionne, on pourrait très facilement aller chercher 25 530, voire même bien plus bas. Mais on verra ça en temps voulu. Pour le moment, attention pour les acheteurs, car ici, le marché, en tout cas, s'essouffle. L'ensemble des bourses, je trouve, s'essouffle, manque de carburant, se reconnecte à la réalité. Et donc, malgré le fait qu'elle soit dopée par les banques centrales, le risque de correction n'est pas à exclure. Donc, il ne faut pas non plus se dire don't fight the Fed ou the Banque centrale. À chaque fois, les marchés, quand ils veulent corriger violemment, eh bien, malgré les injections de liquidités, ils peuvent une nouvelle fois plonger. L'euro USD. L'euro USD qui se trouve à l'équilibre, on va dire, toutefois montre des signes de faiblesse. Encore une fois, échec en fin de semaine sur la borne haute, enfin la trendline, la trendline de baissière de moyen long terme et sous la MM200, encore une fois, nouvel échec
comme ici, on tape sur mèche et on clôture en dessous, on tape sur mèche, on clôture en dessous, suite à un rallye. Vraiment, encore une fois, hein, l'analyse technique donne l'impression que, enfin, c'est pas donne l'impression, c'est l'histoire se répète finalement, et on a l'impression que ici c'est bis repetita et on est en train de reproduire en tout cas le même scénario. Et le dollar pourrait se renforcer une nouvelle fois. Si les indices chutent, effectivement, le dollar va se renforcer parce que c'est la valeur refuge par excellence. On a cette divergence sur RSI pour le moment, divergence baissière sur zone technique, échec sur MM200 et borne oblique baissière. Donc, plusieurs éléments qui plaident en tout cas pour une correction à venir au moins sur les indices 75 de l'euro. Là, on a enfoncé les 1,1270, le prochain niveau c'est 1,11,8, et puis si on va chercher les 50%, moi c'est un retracement au moins sur les indices 75. L'USD4 qui reprend de la hauteur, le pétrole chute en même temps. On avait une divergence 4 heures en fin de semaine. Ici, on va quand même se mettre en hebdomadaire, voir les niveaux qu'on allait chercher. Bon, très beau, je trouve. On est vraiment venu prendre appui sur la moyenne mobile 50 et la zone ici des 1,33. C'était une zone qu'on avait étudiée un peu la semaine dernière durant les stratégies bourse. Donc, très beau rebond avec en soutien la MM200 et la MM50 ici. La cassure, on réintègre. Et on pouvait affiner avec la divergence haussière en données 4 heures. Et l'objectif, c'est d'aller chercher les 50% de retracement de la dernière vague de baisse. Donc, encore une fois, attention, parce que l'on pourrait aussi former une deuxième divergence, vous voyez, ici, qui est en train de se former. En tout cas, l'objectif, ce serait de retourner, en tout cas, sur les anciens bas, ici, vers les 50%, donc les 1,3744. L'objectif final, on est en train de casser les 38,2, on fait un pullback. Donc si ça passe derrière, l'objectif, ce serait de retourner sur cette grosse zone des 1,3770. Voilà, ici, pour aller chercher la résistance juste ici. Et après, on sera plutôt neutre. Hein. Au-dessus de cette zone, effectivement, on repassera haussier. Hein. On ira très certainement chercher les 1,44. Toutefois, attention à ne pas partir dans un gros pullback avec la moyenne mobile 50 qui pourrait venir s'aligner, dans ce cas-là, repartir par le bas. Donc, ici, c'est un objectif majeur, mais ce sera aussi une zone de neutralité. Hein. Si c'est juste un chantier de retournement et que c'est un gros pullback, ce sera un retour en bas. Ou au contraire, la cassure, le franchissement devrait permettre une accélération en direction des 1,40. Le GBP USD, pas grand-chose à dire finalement. Encore une fois, on échoue sur le niveau des 1,27 comme ici, 1,27 moyenne mobile 200. Un peu neutre, on est un peu prisonnier entre les 1,25 et les 1,27, une moyenne mobile 200 juste au-dessus, une moyenne mobile 50, une zone de support. Un peu neutre, un peu envie d'être plus une stratégie baissière, c'est comme la troisième fois qu'on échoue sur ce niveau technique. Le marché se cherche, est-ce qu'on pourrait avoir un range éventuellement? Bon, on va peut-être partir sur une épaule tête-épaule ici. Épaule, tête. Là, si ça tient, faire une deuxième épaule, pourquoi pas? C'est encore un peu trop tôt. J'ai l'impression que les opérateurs hésitent. On est vraiment entre deux gros niveaux clés et il faudrait qu'on enfonce l'un des deux niveaux pour avoir un peu plus de visibilité sur cette paire. Euro AUD qui est sorti en fin de semaine dernière et qui nous a validé un double bottom ici. Sortie de range finalement suite à l'avalement haussier qu'on avait pu avoir. Voilà, bel avalement haussier mardi 9 juin.
Et là, on est sur un gros niveau, hein, les 1,66, voilà, c'est un gros niveau technique aussi. On voit très clairement, juste ici, donc un peu une zone de polarité, couplée à la moyenne mobile 200, donc c'est ici que ça se passe. Clairement, la cassure des 1,66 pourrait vraiment propulser l'euro vers les 1,69 et 1,71. Encore une fois, l'euro AUD est corrélé avec les indices actuellement, comme l'euro NZD. Quand les indices chutent, l'euro monte. Pareil pour l'euro NZD. Et quand les indices reprennent des couleurs, eh bien c'est l'euro qui chute ici. Et là, depuis ici, c'est depuis qu'on a la hausse du VIX et de la volatilité et qu'on a une correction sur les indices. Donc forcément, on a un redémarrage. Actuellement, on a un redémarrage. On a vu qu'il y avait des signaux baissiers de moyen terme sur l'ensemble des indices. Donc pareil, le Forex permet de faire une corrélation avec les indices et le contexte global macro, on va dire. Donc, je ne dirais pas que c'est un indicateur avancé, mais encore une fois, hein, ici, quand les indices commençaient à chuter, l'euro s'envolait, et là, il est en train de repartir. En tout cas, il tente de mettre fin à cette dynamique baissière, de repartir dans une dynamique haussière. Donc, forcément, si on a une accélération à la baisse dans l'ensemble des bourses, des places boursières, eh bien, une nouvelle fois, on aurait une accélération de l'euro AUD ou de l'euro NZD en direction des niveaux de résistance et on pourrait repartir dans une dynamique haussière, sachant que la dynamique de moyen terme est clairement haussière. La tendance primaire est haussière et l'on est une rallye et tendance secondaire baissière. Et là, actuellement, on travaille MM50 hebdomadaire et même 200 journalières. Donc 1,66, seuil psychologique, résistance horizontale, couplée à des moyennes mobiles. Forcément, ça risque d'engendrer une accélération en cas de cassure. Les matières premières maintenant, avec le gold. Le gold, bon, même constat, hein, le scénario, lui, n'a pas changé. On est toujours dans une phase de consolidation en place depuis quasiment 2 mois quand même sur le gold. Est-ce que la chute du gold actuellement est due encore une fois un peu à des prises de bénéfices? Pourquoi pas, hein. Je constate quand même que le gold a échoué une fois, 2 fois, 3 fois, quasiment 4 fois sur la zone des 1750 $. Donc oui, c'est un niveau technique à franchir, c'est un niveau technique à passer pour aller plus loin, et c'est un niveau technique où les investisseurs, on a l'impression qu'ils prennent leurs bénéfices aussi. La première fois, la dernière fois, c'était quand on a perdu 7%, donc forcément quand les marchés chutent de 7% sur le Dow Jones en tout cas, eh bien on assiste à des prises de bénéfices un peu partout sur les classes d'actifs, mais à moyen long terme, si on reprend le contexte global macro, effectivement, l'or a encore de beaux jours devant lui. Mais techniquement, à court terme, on est toujours enfermé dans ce range entre 1680 et 1750. Et seule la cassure donnera le tempo pour la suite. Pour le moment, c'est neutre, trading range. Toutefois, la dynamique reste baissière. De ce fait, les probabilités sont plus importantes d'avoir une sortie par le haut que par le bas. Et derrière, l'objectif reste le même, c'est d'aller chercher les 1800 et pourquoi pas les 1814 en excès si on reporte l'objectif théorique du range qui nous donne 1815 $. Le Brent. Premier objectif atteint sur le Brent, le chandelier hebdomadaire. Nous avons un chandelier qui ressemble aussi un léger gap, hein. Si je mets le curseur, vous voyez qu'on a un léger gap haussier et qu'on a retracé plus de 50% du corps précédent. Donc pareil, encore une fois, un bougie hebdomadaire de retournement, dark cloud cover, couverture nuage noir. Donc prudence, hein, après 6 semaines de hausse. Enfin, j'ai envie de dire, on a une séance de stabilisation, enfin une semaine de stabilisation de fin de hausse. Après
voilà, après une ascension de quasiment 100%. On a fait x2 sur le pétrole en seulement 6 semaines, 7 semaines. Donc forcément, il est légitime qu'on ait une phase de consolidation. Le RSI qui stagne encore, enfin, du moins qui n'arrive pas à passer la zone des 50, donc ça nous avertit que ici ça cale, on est venu taper les 50, boum, ça passe pas, donc prudence. Et on a un chandelier de retournement. Donc là, on a atteint un premier niveau de support. Si ça casse, les 37,3, et bien c'est d'aller chercher les 32, moyenne mobile 50. On a un peu cette sortie de biseau, grosse cassure. Là, pour le moment, ça se stabilise. La cassure des 37,3 ouvrira la voie, en tout cas, pour aller chercher les 32. Donc là, on pourrait très bien ranger encore en 4 heures. Mais on teste vraiment le niveau de support à 37,3. Donc c'est la cassure des 37,3 qu'il faut surveiller pour aller chercher 1, la moyenne mobile 200, 2, pour moi, il n'y a pas de gros niveau technique entre, c'est vraiment le niveau des 32, 32,20 à peu près, en objectif, en second objectif, en tout cas sur le Brent. Le light, en hebdomadaire, voilà, on passe au-dessus de la zone des 50 et on casse. Donc là, pareil, ça montre vraiment que le flux s'essouffle, que le flux acheteur ne parvient pas à continuer. En général, quand on casse les 50, il faut poursuivre. Et là, quand c'est comme si c'est un peu le bull trap du RSI, si vous voulez. C'est comme quand, voilà, quand au niveau des prix, enfin, c'est un coïncide en plus parce qu'on casse mon niveau de résistance trimestrielle mensuelle, hein, est clairement identifié depuis pas mal de semaines maintenant. Donc on casse et on recasse dans l'autre sens et le RSI en fait valide. Il casse les 50 et il recasse dans l'autre sens les 50. Donc un peu, voilà, le RSI permet aussi de détecter des bull traps. Ici, bah, c'est exactement le même cas qu'on a eu, fausse cassure, réintégration, donc bull trap. Et là, fausse cassure des 50, réintégration sous 50, bull trap, encore une fois. Donc là, je trouve assez pertinent vraiment euh, ce schéma-là, entre les prix et le RSI, qui confirme un peu le même scénario et la même logique, on va dire, le même plan. En journalier, ça retombe, un peu plus costaud, le WTI. On avait quand même un avalement ici, un avalement baissier qu'on a eu. Donc pareil, hein, comme à la hausse, hein, si on change et qu'on suit la théorie de dos et que là on repart plutôt dans une tendance baissière, eh bien il va falloir surveiller la cassure des niveaux de support. Donc les 33,55, les 30,43, les 28 et ainsi de suite. Donc là, ça serait repartir dans l'autre sens. Même schéma, on affine. Pour le moment, je ne dirais pas que la tendance s'est retournée. On a eu un échec sur un niveau majeur. Et c'est à partir de la cassure des 33,55 que là, vraiment, on pourrait se dire, tiens, une correction va se mettre en place sur des niveaux un peu plus profonds. Et pour celles et ceux qui veulent des objectifs, encore une fois, vous reprenez la dernière vague de hausse et ça vous permet de caler les ratios de Fibonacci pour savoir à peu près, même si moi j'ai mis mes niveaux de support et de résistance en fonction du niveau des prix, vous pouvez très bien utiliser aussi Fibonacci pour vous aider à déterminer des seuils clés. Enfin, pour terminer, le Bitcoin, il y a du plomb dans l'aile et encore une fois, on voit que le flux acheteur s'essouffle. Ça sent pas bon, on va être franc, on va dire concrètement ce qui se passe. On avait une corrélation en fait du Bitcoin avec le S&P 500 récemment, l'USD Tether aussi, à savoir forcément les liquidités ont aussi soutenu la crypto-monnaie et là la configuration technique se dégrade. On est repassé sous la zone de polarité à 9006-9003 de 1. Si je dézoome, on la voit très clairement, 9006, 9003, donc 1 sous la zone de polarité, 2, on avait potentiellement ce biseau ascendant, cassure, on est en train de casser par le bas ce biseau ascendant,
Et on casse aussi, vous voyez, là on était vraiment gros niveau, hein, niveau de support, borne de base du biseau, MM50, et là on casse ce niveau-là. On est en train de le casser en tout cas, donc ça plaide pour une correction sur des niveaux de support pour le moment. Maintenu en échec avec l'oblique. Il ne s'est pas passé grand-chose durant le week-end, une petite baisse dimanche, mais rien de bien méchant. Par contre, là, à voir sur la clôture, sauf si on réintègre tout ça, mais je trouve que le flux haussier, du moins les vendeurs sont en train de prendre l'ascendant psychologique. Voilà. Le flux, enfin, on n'a plus de carburant, on a fait 4 breakouts avortés, le flux est en train de s'essouffler, et là, clairement, les vendeurs sortent du bois et enfoncent des niveaux techniques. Et donc, si je mesure la hauteur de ce biseau, on pourrait déjà aller chercher moyenne mobile 200, voire 7630. Et encore une fois, si on a une chute des marchés, je suis, je dirais pas sûr, car il n'y a aucune certitude, mais étant donné que la récente hausse est très corrélée avec celle des indices américains, si on a de nouveau une baisse, on aurait aussi une baisse sur les crypto-monnaies. Hein, ici, la baisse qu'on a eue là, c'est uniquement parce que les marchés américains ont chuté, ont perdu 7%. C'est une baisse ici, là, qu'on a perdu quasiment 6%. Ça a évolué en tandem vraiment avec les marchés financiers, du moins les bourses américaines. Donc, encore une fois, là, les bourses européennes, enfin américaines, étaient dans le rouge ce matin. Vraiment, on perdait quasiment 2,5-3%. Là, on reprend des couleurs. Mais si on a une nouvelle purge sur les indices, on aura aussi une nouvelle purge sur les cryptos, comme ici. Donc les cryptos, le Bitcoin n'est pas une valeur refuge. Ce n'est pas encore une valeur refuge, en tout cas. Ce n'est pas comme l'or. Ce sera une valeur refuge quand il y aura une perte totale de confiance dans le système monétaire et qu'on sera à l'aube d'un système en faillite. On pourrait peut-être arriver à ce niveau-là en voyant toutes les injections de liquidités et cette création monétaire du coup qui fausse en quelque sorte l'économie. Donc il pourrait avoir une perte de confiance dans la monnaie, mais le Bitcoin, pour moi, n'est pas en tout cas une valeur refuge. Et ça l'a montré ici, encore une fois, quand il y a besoin de liquidité sur les marchés, eh bien, généralement, le Bitcoin n'a pas tiré, je vais dire, son épingle du jeu grâce à son statut de valeur refuge. Au contraire, on a eu une purge. Et là, actuellement, c'est le cas, qu'on a perdu 7%. Le Bitcoin, lui, n'a pas pris 7%. Pour le moment, vraiment, on a un BTC qui évolue en tandem avec les indices américains et surtout avec les injections de liquidités à foison des banques centrales. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres, rappel de mercredi prochain, le 24, séminaire, du moins formation à l'indicateur Ishimoku avec Khalil El-Bouzidi, hein, auteur de 3 ouvrages à succès sur l'indicateur Ishimoku. Donc, il viendra nous présenter un peu les grandes lignes et surtout comment trader, on va dire, dans des phases de consolidation, de trading range. Donc, pareil, je vous mets le lien d'inscription en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez découvrir l'indicateur, en tout cas, ou approfondir, et surtout si vous souhaitez poser des questions à l'expert. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés et on se retrouve demain pour faire un nouveau point.